Alors, bonjour à tout le monde. Mon nom est Denis Elefsen. Je suis conseiller en transfert d'entreprise au CETEC pour la région de la Montérégie. Il me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir animer ce webinaire qui, en fait, le thème est d'employé à propriétaire d'entreprise, bien planifier son transfert. Donc, on a la chance aujourd'hui là, d'avoir des panélistes très intéressants. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici. On a un groupe des gens représentant des repreneurs, des cédants et des experts. Donc, ça sera très intéressant là, de pouvoir faire ce webinaire. Donc, j'aimerais vous présenter nos panélistes aujourd'hui. Donc, M. Stéphane Bourgeois, qui est directeur transfert d'entreprise à la Banque nationale. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Denis. Madame Marie-Josée Drapeau, MBA, PhD, professeure en entrepreneuriat et PME à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Denis, bonjour tout le monde. Mathieu Skilling, qui est propriétaire de l'entreprise Services qui est située à Bromont, une entreprise qui est impliquée dans le domaine de la climatisation, en fait du chauffage, ventilation, climatisation, air climatisé, dans le domaine industriel, commercial et institutionnel, mieux connu en bon anglais sur HVAC. Bonjour Mathieu. Exactement. Bonjour Denis, bienvenue à tout le monde. Donc, en fait, je vais vous parler un petit peu du CETEC pour présenter un peu les services du CETEC. On est donc un organisme à but non lucratif qui travaille de façon neutre et confidentielle. On est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, on a un mandat gouvernemental pour aider les entrepreneurs, tant repreneurs que cédants. Et nous sommes présents dans toutes les régions du Québec et de plus, nous avons aussi des conseillères au niveau du tourisme, spécialisé en tourisme, un conseiller spécialisé en culture aussi, donc présent dans toutes les régions du Québec et en plus de ces spécificités-là. Et naturellement, notre mission est de pérenniser les entreprises, donc de participer au bilan entrepreneurial du Québec de manière positive. Voilà donc pour le CETEC. Je vais demander maintenant à Stéphane de nous présenter les services de transfert d'entreprise de la Banque nationale. Merci, Denis. Donc, l'équipe transfert d'entreprise à la banque existe depuis 2007, donc déjà 16 ans. Ça passe vite. Donc, notre travail principalement, une petite équipe de 7 personnes qui accompagnent, dans le fond, les clients de la banque dans la réflexion, dans un premier temps, dans la réflexion de vendre ou d'acheter une entreprise. Et bien sûr, là, plus spécifiquement, là, qu'on arrive plus près de la date de transaction, bien, au niveau du financement et également au niveau de l'accompagnement là, pour la planification financière. Donc, le rôle de l'équipe transfert, c'est à la fois travailler avec les clients, à la fois accompagner la force de vente dans le besoin, dans la réalisation des projets de nos entrepreneurs. Merci beaucoup, Stéphane. On va débuter vraiment la partie entrevue avec M. Mathieu Skilling. Donc, rebonjour Mathieu. On est Bonjour. très heureux de pouvoir s'entretenir avec toi et puis de faire partager ton expérience avec les repreneurs et les cédants qui sont ici aujourd'hui. Si tu veux bien, on va commencer par la première question. On aimerait savoir comment ton désir de reprendre l'entreprise s'est manifesté au tout début du processus. Mais écoute, Denis, je pense que si on s'était parlé il y a 15 ans, puis tu m'aurais dit un jour, tu vas être en entreprise, tu vas être entrepreneur, tu vas être associé avec des collègues, probablement que ma réponse aurait été un non. C'était pas, c'était pas de quoi qui était dessiné ou planifié dans mon choix de carrière. Mais écoute, moi, j'ai commencé chez Services en 2006. Et puis, en 2012, un des 3 membres fondateurs de Services a décidé de se retirer, partir vers de nouveaux défis. Puis, à ce moment-là, les 2 autres actionnaires en place de Services nous ont approchés, moi et 2 de mes collègues, Christian et Patrick, à voir si on voulait faire part de l'entreprise, si on voulait devenir actionnaire dans l'entreprise. Ça a été quand même, de mon côté, une courte réflexion. Je trouvais que malgré que je n'avais pas le désir d'entrepreneur à ce moment-là, je trouvais que c'était une belle façon de m'impliquer dans l'entreprise. Fait que de fil en aiguille, 2012 là, et plus, on a commencé à s'impliquer un petit peu dans l'entreprise. Puis, au fil du temps, là, ça s'est mijoté un petit peu plus l'idée de dire, ouais, mais peut-être que éventuellement, avec mes autres partenaires, ça pourrait être intéressant de prendre la relève de l'entreprise puis de continuer ça.
Puis en 2018, dans le fond, Philippe, là, qui était un des membres majoritaires chez nous, nous a manifesté son intérêt de se retirer, de prendre du temps plus pour lui. Et à ce moment-là, il voulait voir notre intérêt à poursuivre dans la relève. Puis c'est là qu'on a commencé à se questionner plus sérieusement, à dire oui, on y va ou non. Là, c'est pas mal là que ça a débuté, là, le vrai désir de reprendre. Donc, quand même, là, il s'est passé plusieurs années au tout début du processus de 2012 à 2018. Donc, ce n'est pas un processus qui est si rapide que ça, si on peut dire, là. Non, c'est quand même un processus, tu sais, qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de réfléchir, prendre des bonnes décisions posées là-dessus. Parfait. Ça m'amène aussi à te poser la question suivante. Vous vous êtes finalement retrouvé 4 employés vous étiez des employés, des collègues qui sont devenus actionnaires, hein, entrepreneurs et patrons en même temps. Donc, comment s'est passé ce changement de posture chez toi et chez tes partenaires? Bien, dans mon cas, à moi, comme je mentionnais tantôt, quand j'ai commencé chez Services à titre de technicien, je faisais ma job d'employé comme tout bon employé. Mais en 2012, lorsque je suis devenu partenaire dans l'entreprise, l'actionnaire qui a quitté à ce moment-là, lui, il occupait les fonctions de chargé de projet chez nous. Puis, c'est moi qui ai repris un peu ces fonctions-là. Donc, je devenais en charge des gens à l'ingénierie, des électriciens à l'installation. Donc, indirectement, le transfert en tant que patron, si on veut, a commencé à se faire là. Puis ça a quand même découlé, là, je te dirais, de façon assez naturelle par la suite. Ensuite de ça, dans le fond, il est arrivé en 2018 avec l'annonce de la reprise de Philippe. J'ai commencé à vouloir m'impliquer un petit peu plus au niveau de l'entreprise, quoi que ce soit. Et puis, à ce moment-là, ça devenait un petit peu pour nous plus, comment je dirais, plus tangible d'aller vers là. Donc, on a commencé à s'entourer un petit peu là, d'experts ou de ressources externes pour nous donner un coup de main là-dessus parce que nous, entrepreneurs, c'était pas en nous, c'était pas inné en nous à ce moment-là. Donc, on a commencé à faire des rencontres avec RCGT qui sont venus nous faire des rencontres pour établir le profil de chacun des 4 entrepreneurs. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ben, on a plus défini nos rôles qu'on allait avoir au niveau de l'entreprise, étant 4 associés qui ont des personnalités très différentes, des champs de compétences très différents. Ça nous a amené à se positionner indépendamment chacun de notre côté avec nos forces, aller chercher nos forces, aller chercher les forces de tous et chacun. Puis, de cette façon, on ne se pile pas ses pieds, puis on est capable d'avoir une bonne gouvernance malgré qu'on est 4 partenaires là-dedans, là, sans problème. Donc, une grande complémentarité qui s'est développée par 4 profils différents. Oui, puis je pense que c'est vraiment important lorsque quand tu t'associes avec d'autres personnes, si c'est 2 personnes associées avec les mêmes caractères, les mêmes forces, quoi que ce soit, il n'y aura pas vraiment de complémentarité entre chaque. Donc, dans notre cas, les 4 à profil très différent, je pense que ça vient faire une grande force chez nous. Et le résultat aujourd'hui, là, une fois que vous êtes 4 propriétaires de l'entreprise, là, comment les employés vous voient aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous voient plus comme des patrons ou comment vous le voyez aussi? Bien, je te dirais que les employés nous voient plus comme des patrons que nous, on se voit comme des patrons. Okay. C'est intéressant. Oui, bien, le fait qu'on était déjà employés dans l'entreprise, à la base, nos employés, c'était nos collègues de travail. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une certaine amitié de collègues qui s'étaient liés avant qu'on devienne patron. C'est sûr qu'à cette heure, il faut qu'on trace un petit peu plus la ligne entre patron et employé, mais c'est drôle parce que j'ai des employés que des fois, on rencontre des gens et ils disent « Ah, ben ça, c'est mon patron », puis
on dirait que je suis pas encore à l'aise, je me sens encore un petit peu mal à l'aise. Ah oui, c'est vrai, OK, c'est rendu nous les patrons. Et puis la gouvernance au sein de l'entreprise maintenant, vous êtes 4 partenaires quand même, c'est un nombre intéressant. Comment, Ouais. comment ça gère la gouvernance, là? Écoute, jusqu'à maintenant, comme je parlais tantôt, nos forces et nos profils très différents fait en sorte que la gouvernance, ça va très bien. Donc, on est quand même aussi des gens qui sont à l'écoute un des autres. On n'est pas 4 têtes fortes qui veulent absolument avoir la gloire au-dessus du marché sur la tête, là. Donc, le fait d'être très complémentaire fait en sorte que la gouvernance à 4, elle va très bien. Parfait. Écoute, ça m'amène aussi à une prochaine question, à savoir, là, bon, une reprise par un employé, une reprise interne par un employé, ça a son lot de défis naturellement, comme toute reprise, mais des défis spécifiques. Quels sont, pour vous, là, quels ont été les principaux défis que vous aviez à rencontrer? Les principaux défis, je vous dirais que n'ayant jamais été dans le milieu des affaires avant, le côté administratif d'une entreprise, c'est quand même un très, très gros défi. Le processus de rachat en tant que tel, je me suis rendu compte avec mes collègues là, à passer au travers du processus que c'est quand même un processus qui est assez lourd, qui est assez complexe, qui est long. Il y avait beaucoup de notions dont on ne connaissait pas. Fait que vraiment, au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau légal, on a dû aller chercher des ressources externes pour se donner un bon coup de main là-dedans. Donc, on est allé se chercher, je pense à LBL, notre firme de comptable, qui était d'un très grand aide pour nous au niveau fiscal, à nous apprendre aussi à dire, à négocier, à évaluer l'entreprise parce que lorsqu'on achète une entreprise, malgré le fait qu'on était déjà actionnaire dans l'entreprise, oui, on connaît la valeur de l'entreprise, on sait comment ça roule, on a une bonne idée comment que ça vaut. Le cédant, de son côté, il a son idée de comment que ça vaut aussi, puis lui, il a un prix en tête pour la vente de son entreprise. Fait que pour nous, c'est important d'aller chercher une ressource externe pour faire évaluer, premièrement, la valeur de l'entreprise. Je dirais un exemple, tu achètes un automobile, tu vas regarder sur les comparables sur le marché, tu vas savoir comment vaut ton automobile. Une entreprise, ben, tu n'as pas de comparable parce que ta clientèle est différente, le nombre d'employés, les actifs et tout. Donc, LBL sont venus nous donner un bon coup de main pour évaluer la valeur de l'entreprise, aller nous aider au jeu de la négociation. Après ça, on a dû s'entourer de personnes au niveau légal, la rédaction des contrats, toutes les clauses qu'il peut y avoir lors d'une transaction. Personnellement, juste entre nous 4, je ne pense pas qu'on serait venu à bout de tous ces process-là. OK. Puis en même compte, aussi, dans les défis, il peut arriver des choses qu'on veut créer soi-même des défis. Il y a un élément, là, à un moment donné, que tu nous as fait part là, dans la préparation du webinaire, qu'on a senti le besoin de vouloir devancer la transaction d'un an, là. Ça Oui, serait intéressant que tu nous mentionnes quelque chose là-dessus. ben oui, c'est sûr. Parce que dans le fond, lorsqu'on est actionnaire ou prêt à reprendre une entreprise, c'est sûr qu'on veut s'impliquer de plus en plus dans l'entreprise pour être capable de prendre une assurance, pour être capable de faire des décisions, prendre des décisions éclairées, puis faire avancer l'entreprise. Par contre, tant que le cédant est toujours au pouvoir, je dis au pouvoir, mais dans le fond, toujours à la tête, veut pas, c'est normal que ce soit lui qui ait encore les décisions, qui ait les choix finaux, tout le kit. Donc, à l'origine, nous, on devait avoir une transaction qui se fait au printemps 2022. Dans nos clauses de rachat, ce qui est important pour nous, la transaction qui devait se faire en 2022, le cédant devait nous quitter tout de suite après la transaction. Pour nous, on a demandé à devancer la transaction d'1 an, faire ça 1 an plus tôt et d'avoir le cédant qui demeure en poste avec nous pour 1 an et plus s'il le voulait. Question d'avoir un transfert de connaissances plus grand qui puisse lâcher les guides puis nous laisser aller là-dedans, qu'on puisse prendre des décisions par nous-mêmes, puis à la limite, aller chercher des conseils de sa part puis voir si lui, il aurait pris la décision dans le même sens.
une des raisons, dans le fond, pourquoi on a devancé comme ça, on se disait tout le temps chez nous à l'interne que avant qu'on prenne les rênes de l'entreprise, on avait l'impression d'être des ados à la maison qui voulaient découvrir le monde, qui voulaient prendre des décisions, qui voulaient avancer, mais que les parents étaient tout le temps là pour mettre les breaks puis nous, nous ralentir, si je peux m'exprimer comme ça. Ah, c'est une belle figure de style que tu amènes. Je pense que ça va parler à tous les repreneurs qui sont présents aujourd'hui, je pense. Ça m'amène aussi à parler aussi du jour J de la transaction, là, parce qu'à un moment donné, on arrive à ça, là, on arrive à ce jour important-là. Oui. Comment s'est déroulée l'annonce officielle aux employés, puis comment s'est opérée la période de transition chez vous? Bien, pour l'annonce aux employés, je dois dire que ça s'est quand même très, très bien déroulé. Je mentionnais, moi, je suis arrivé chez Services en 2006. Mes collègues Christian et Patrick sont arrivés chez Services quelques années avant moi. Donc, ça fait déjà 15, 16, 17 ans et plus qu'on est dans l'entreprise. Ayant racheté des parts de l'entreprise en 2012, faisant partie déjà de l'administration de l'entreprise, pour les employés en tant que tels, ça n'a pas été une grande surprise de voir que c'est nous qui allions prendre la relève de l'entreprise pour les prochaines années. Donc, à ce niveau-là, c'est de quoi qui a passé quand même très facilement. Même au contraire, les employés étaient contents de voir que ce soit des gens de l'interne qui connaissent la business, qui vont continuer ça, au lieu d'arriver à fusionner avec une autre entreprise, avec des nouvelles procédures, une nouvelle politique, des choses comme ça. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, ça a été très bien vu, ça a été très bien accepté de la part des employés. L'autre chose qui s'est déroulée par la suite à ça, étant les 4 personnes, les 4 actionnaires, étant des membres qui sont très techniques, donc on a passé toute notre expérience passée à développer les projets, à exécuter le travail. Donc, le travail, la technique, chez nous, on la connaît très bien. Mais il vient d'autres sphères que la technique. Lorsqu'on a une entreprise, tu as du côté administratif, tu as des relations humaines, tu as plein d'autres choses. Donc, nous, de notre côté, on a décidé d'aller chercher des ressources externes, des firmes externes pour qu'ils viennent nous donner un bon coup de main. Notre comptable, encore là, qui vient nous épauler. On n'est pas gêné de poser des questions. On a besoin d'apprendre là-dedans. Niveau relations humaines, qui est un domaine assez particulier lorsque tu es technique. Ce n'est pas de quoi que tu connais vraiment. On a fait affaire avec une firme spécialisée ici à Bromont qui s'appelle business.ca, qui nous ont présenté à des partenaires Allo RH ou l'Anapeno, qui sont des gens qui nous ont aidés beaucoup à gérer notre département de ressources humaines, mettre en place des choses de ressources humaines. On a même fait une rencontre avec les employés, avec les gens d'RH pour prendre le pouls suite au transfert. Comment qu'eux avaient vécu le transfert? Comment qu'ils voyaient ça à long terme? Comment qu'ils voyaient la nouvelle direction en place? Y avait-tu des conseils, des choses qu'ils n'aimaient pas avant, qu'ils voulaient changer? On est ouvert à mettre tout ça en place, là. Donc, ça, je pense que pour nous, ça a été post-transfert, de quoi qui était vraiment, mais vraiment bénéfique pour nous aider à grandir là-dedans, puis pas arriver avec des œillères ou arriver avec des façons de faire peut-être peu communes, là. Très, très intéressant. Écoute, je voulais finir peut-être avec la dernière question pour la portion entrevue. Ça serait important de savoir qu'est-ce que tu voudrais nous mentionner à ce qui a été le plus aidant dans tout le processus de transfert de la reprise de l'entreprise. Un des gros points, j'ai mentionné tantôt, on a commencé à parler de transfert en 2018. Je pense que de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, ça, c'est un gros point. On avait un objectif qui était donné pour 2022 de faire le transfert. Donc, au fil du temps, on a commencé à lire, à tout se questionner là-dessus. C'est de là qu'est amené notre questionnement aussi, de dire de devancer le transfert d'une année. Donc, ça, c'est important pour nous de respecter ce qui avait été planifié. Les ressources externes, sans ça, on ne serait jamais arrivé. Honnêtement, je dis jamais. On serait arrivé, mais peut-être pas avec le succès qu'on a eu là.
tous les conseils qu'on a pu aller chercher à l'externe, ça a été vraiment bien, autant avec BNC au niveau des financements, le CTEQ qui ont quand même été là pour aller nous chercher des bons conseils, des bonnes informations, les firmes externes, comme je n'en parlais tantôt. Un autre point qui est vraiment important et qu'il ne faut pas négliger, lorsqu'on se lance en affaires, on n'est pas tout seul là-dedans, on a bien souvent une famille en arrière de nous. Puis, c'est important que la famille t'appuie là-dedans dans ta décision parce que veut pas, ça l'amène indirectement, ça l'implique les familles là-dedans. Veut pas, le patrimoine familial peut être impliqué, on ne sait jamais comment que ça va aller avec la business. Donc, le patrimoine familial peut être impliqué. C'est important que la famille soit d'accord avec ça, mais c'est aussi les heures de plus. Il ne faut pas se le cacher. Lorsqu'on est en entrepreneur, on rajoute beaucoup plus d'heures sur notre semaine normale de travail que lorsqu'on est employé. Puis, il faut vraiment que la famille puisse nous supporter là-dedans. Merci beaucoup. Écoute, une dernière petite question qui n'était pas prévue, mais ça me brûle les lèvres vraiment, là. Puis, comme dirait Guillaume Lepage, la question qui tue, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais différemment ou la même chose ou des petites choses à changer? Je le refais 100%. Je le refais 100%. On a eu un transfert qui était, moi, je qualifie de succès. Puis, les gens avec qui on a travaillé le transfert nous ont mentionné la même chose. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose que je changerais dans la façon de faire dont on a fait notre transfert d'entreprise. Là, c'est un succès, puis je serais prêt à repartir n'importe quand. Merci beaucoup, c'est fantastique. On est maintenant rendu à la portion un peu plus expertise. Je vais inviter Stéphane et Marie-Josée à ouvrir leur microphone. Merci. Donc, rebonjour à vous deux. Rebonjour, Denis, Marie-Josée. Bonjour, Denis, Stéphane. Donc, premier sujet qu'on voudrait aborder, Marie-Josée, j'aimerais ça que tu nous parles un peu là, dans un contexte de transfert, notamment là, le NBO, là, le MBO comme ça, là, ou la reprise interne par les employés. Comment doit-on se préparer comme propriétaire dirigeant, comme cédant aussi, là, parce qu'il y a un point de vue qu'il faut considérer aussi, celui du cédant. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, en fait, comme cédant, il faut avant tout se poser des questions. Donc, des bonnes questions sur et être en mesure d'y répondre en toute transparence. Là. Est-ce que je suis prêt à transférer? C'est quoi mes objectifs derrière tout ça? Quels sont mes objectifs de vie, de fin, de carrière entrepreneuriale? Est-ce que je veux y aller graduellement? Est-ce que je veux le faire? Il faut pouvoir se poser les bonnes questions puis savoir aussi de quoi je vais avoir besoin pour continuer à bien vivre. Donc, les conditions, les objectifs personnels, comme je le disais. Et quand on amorce des démarches, ben, il faut le faire pour de vrai. Il ne faut peut-être pas juste tâter le terrain puis reculer parce que ça pourrait créer des problématiques au niveau de nos repreneurs ou même des personnes qui vont être impliquées. Et commencer vraiment à penser à notre après. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, est-ce qu'on a d'autres projets qui nous tiennent à cœur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait accomplir à l'extérieur de l'entreprise au niveau personnel? Donc, toute cette réflexion personnelle-là, elle doit être faite en amont parce que ça va orienter probablement une bonne partie des décisions qu'on va prendre dans notre processus de transfert. Donc, être en mesure de communiquer aussi de façon transparente avec les repreneurs, les objectifs qu'on va s'être établis. On veut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On ne veut pas qu'il y ait de surprise. Et comme on l'a vu dans le cas de Mathieu, le fait que l'entrepreneur qui voulait quitter plus tôt l'ait mentionné a fait en sorte que le processus s'est ajusté et qu'il y a eu des actions qui n'étaient pas prévues, qui ont lieu plus tôt. Donc, qui se sont faits en toute transparence, ou est-ce que ça a été gagnant-gagnant pour les deux parties. Donc, la communication et la transparence de nos objectifs fait en sorte qu'on peut s'ajuster en cours de route. Un autre point qu'il faut aussi, est-ce qu'on a identifié des repreneurs?
est-ce qu'on est en mesure de le faire? Parce que peut-être qu'effectivement, on n'est pas en mesure nous-mêmes de constater quelles seraient les compétences chez nos employés. Ça se peut qu'il y ait des employés qu'on pense qu'ils n'ont pas les compétences, puis finalement, ils les ont ou ils ont ce désir-là de vouloir être propriétaires. Donc, il faut être en mesure peut-être d'aller chercher de l'aide pour identifier nos repreneurs ou déjà nous-mêmes, si on sait déjà qu'on a des personnes clés, les approcher, puis de les intégrer à l'actionnariat, comme ça a été dans le cas de Mathieu dans son entreprise, pour voir est-ce que c'est des choses qui leur plaît et qu'il y ait la possibilité de se retirer si jamais c'est vraiment quelque chose qui ne leur plaît pas du tout. Et quand on parle d'une reprise interne, comme dans un contexte de reprise par les employés, il est vraiment nécessaire de s'engager aussi dans la préparation de ces repreneurs-là. Il faut qu'on ait des bons employés clés qui sont très techniques souvent, connaissent bien la façon toute opérationnelle de l'entreprise, mais ils n'ont jamais fait partie des plans stratégiques ou des décisions stratégiques qui impactent la croissance ou la pérennité de l'entreprise. Alors, de s'engager à les accompagner à travers tout ça, c'est souvent un élément clé de succès. Et ça demande un investissement. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à m'investir justement à accompagner mes employés à reprendre mon entreprise pour qu'il y ait une pérennité au-delà de quand moi je vais être partie. Et ce faisant, il faut établir un calendrier réaliste, faire en sorte que notre calendrier soit connu et qui soit partagé avec, naturellement, nos repreneurs et peut-être éventuellement avec nos parties prenantes pour que tout le monde voit venir les choses et que ce ne soit pas une surprise pour tout le monde quand va venir le temps de la passation des pouvoirs. Et dans le cas où est-ce qu'on a une entreprise de repreneurs identifiés, est-ce qu'on a quelqu'un qui est pressenti pour assurer le leadership? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cas de reprise en équipe qui se fait dans notre ère moderne. On en voit beaucoup sur le terrain. Donc, mais est-ce que tout le monde ne peut pas être le chef des Indiens? Il faut avoir un leadership, savoir qui va assurer le leadership. Puis, est-ce que ça a été validé justement avec les repreneurs? Est-ce qu'il y a eu cette discussion-là autour de qui va assurer le leadership et de la belle définition des tâches, comme Mathieu disait, qu'il y a un rôle et des tâches qui doivent être définies à travers tout ça? Très intéressant. Ça m'amène à inviter Stéphane en termes de préparation du cédant à nous mentionner des exemples qu'il a en tête durant sa longue pratique de banquier, mais aussi d'entrepreneur auparavant. Donc, je te laisse aller, Stéphane. Merci Denis. 3 mots qui reviennent là. La préparation, hein, préparer le cédant. Est-ce que mon cédant est prêt à son autre vie après l'entrepreneuriat? L'engagement, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est engagé dans le processus comme entrepreneur cédant. L'échéancier, tu parlais de calendrier, Marie-Josée, là, l'échéancier, là, puis même Mathieu en a parlé, l'échéancier, il est là, il est connu, mais il faut qu'il soit flexible. Mathieu, c'est un bel exemple. Hein, ils ont devancé, ils ont bougé, ils ont joué avec le calendrier. Mais au moins d'un échéancier avec des objectifs, des cibles à atteindre à des moments précis. Puis ça, c'est important. Puis, je suis content, tu parles du mot leadership. Là. Hier, j'étais en rencontre avec un client, puis il se prépare la session aux employés. Puis son inquiétude numéro 1, c'est qui va prendre le leadership. Là, tu en parles aujourd'hui, puis je fais yes, c'est bon, c'est le bon moment pour réintégrer ce mot-là. Puis, je veux vous amener sur un exemple vécu. Un entrepreneur, il y a une dizaine d'années que j'accompagnais dans son processus, avait effectivement ciblé 3 de ses employés à la reprise de son entreprise. Il avait fixé un échéancier de 2 ans, mais j'avais un propriétaire qui n'était pas prêt à vendre. Dans sa tête, dans son cœur, il n'y avait pas son après-carrière. Donc, ils ont passé leurs premiers 2 ans avec une date sans échéancier de réalisation en mode préparatoire. Quand nous sommes arrivés au bout de l'échéancier de 2 ans, mais le propriétaire a fait ouais, mais là, je ne suis pas prêt encore, on fait ça l'année prochaine, 1 an, puis ça va être fait. Ils ont juste fixé une date, mis une date sur le calendrier. Rendu à la date, les trois employés étaient anxieux, hein, ils avaient le goût, ils avaient hâte de devenir propriétaire. Malheureusement, j'avais un propriétaire qui n'était pas prêt. Les 3 employés ont quitté et ont ouvert une entreprise compétitrice dans les semaines qui ont suivi.
les trois ensemble. Ils sont devenus entrepreneurs. Là, on se dit, bon, OK, c'est bon, la fin, on va replanifier ça, refaire ça différemment. Notre entrepreneur se relance dans un deuxième processus avec un employé, se donne encore une fois une date. On tente de l'accompagner puis lui dire, prépare-toi, prépare ta transaction, elle va arriver plus vite que tu le penses. Il se donne 18 mois de préparation. On arrive au bout du cycle de 18 mois, on a un deuxième échec. Et tous ces échecs-là viennent principalement d'un élément, c'est le jeune entrepreneur qui n'était pas prêt à vendre son entreprise. L'effet sur son entreprise aujourd'hui, imaginez, là, on se retrouve aujourd'hui avec 2 compétiteurs à cet entrepreneur-là. Donc, nécessairement, son chiffre d'affaires a baissé, la valorisation de son entreprise a baissé et son potentiel de revente aujourd'hui, il est encore présent, mais à pas mal plus faible valeur. Puis, il est incapable d'intéresser des employés aujourd'hui à la reprise de l'entreprise parce qu'il a brûlé 2 fois le projet. Là. Oups, Denis, t'as fini. Oui, je m'excuse. Donc, merci Stéphane, c'est très intéressant. Ça nous amène, là, on a parlé de la préparation au niveau des cédants, mais naturellement, il faut aussi parler de préparation des repreneurs. Marie-Josée, je t'invite à nous parler, quels seraient les principaux éléments considérés quand on envisage de reprendre une entreprise dans laquelle on travaille? Bien, comme le cédant, il faut qu'il y ait une période de réflexion, où est-ce qu'il faut se poser aussi des questions. Est-ce qu'on a un profil entrepreneurial? Peut-être qu'on n'y a jamais pensé, effectivement, mais ça peut être une voie de carrière intéressante pour, surtout quand on est en équipe, souvent, on va diminuer notre risque, diminuer l'anxiété liée au fait d'avoir une entreprise. Donc, mais il faut poser ces questions-là et valider avec son entourage, l'intégrer, surtout les conjoints, c'est essentiel parce que c'est un projet de vie, pas seulement de carrière, mais ça vient nous affecter aussi au niveau personnel. Donc, valider aussi notre aversion au risque. Être entrepreneur, ça comporte des risques. Comme je disais, en équipe, on va diviser ces risques-là, mais ça reste qu'il y a quand même des risques si ça va moins bien, ben, puis il faut réinjecter, ben, faut qu'on soit conscient de ça. Donc, il y a des hauts et il y a des bas en entrepreneuriat. Donc, il faut se poser les questions sur si jamais ça va moins bien, est-ce que je vais sauter par-dessus bord ou bien est-ce que je suis capable de rester dans le bateau? Donc, première chose, la réflexion. Et comme Mathieu l'a mentionné, le repreneur, ça demande un changement de posture. On passe de collègue à patron. Donc, est-ce qu'on en est conscient? Parce que ça se peut que les relations soient un peu différentes. Tant mieux s'ils restent essentiellement similaires, mais le jour où ça va moins bien, il faut mettre des gens à pied, ben, ça se peut qu'on ait moins ça sera moins le fun. Donc, ces relations-là risquent de changer, mais l'entreprise reste au centre de l'intérêt pour les gens qui la dirigent. Et donc, il faut juste en être conscient. Est-ce qu'on sait qu'on va avoir ce changement-là à faire ou est-ce qu'on va avoir des décisions à prendre qui peut-être ne seront pas toujours en adéquation avec ce qu'on aurait pris si on avait été juste un employé. Aussi, au niveau de la réflexion, il faut se questionner sur nos motivations à reprendre. C'est-tu juste des considérations financières? C'est-tu juste dans l'espoir de s'enrichir au niveau monétaire? Parce que ce n'est pas toujours le cas, premièrement. Et il faut pouvoir être... il faut savoir qu'on va mettre plus de temps. Mathieu l'a nommé tout à l'heure. Il dit « Je travaille beaucoup plus qu'avant ». Quand on est propriétaire d'entreprise, on y pense, même quand on vient à la maison, on ne sait pas tout le temps, il n'y a pas de coupure qui se fait de façon si nette que quand on est employé. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut justement pour m'investir dans l'entreprise, pour la pérenniser, pour l'amener de l'avant, pour l'innover finalement, qu'elle innove dans le temps? Et parce qu'il faut que l'entreprise se développe aussi, elle ne peut pas rester dans un statu quo. Et comme point de départ, si parmi les gens qui assistent aujourd'hui, vous êtes des repreneurs potentiels, mais non connus de vos patrons, vous pouvez vous manifester. Il faut vous servir de bougie d'allumage, peut-être. Effectivement, le patron, il s'en rend flag. Oui, exact. Donc, peut-être que le patron, il
Il ne s'en rend pas compte que vous seriez intéressé, puis il n'avait pas pensé à vous, mais si vous avez un intérêt, peut-être que des fois, de démontrer son intérêt, moi, je serais peut-être intéressée à intégrer ou à prendre plus de place ou à intégrer l'actionnariat. Peut-être justement que ça peut leur permettre de construire un scénario de sortie en conséquence pour les cédants à ce moment-là. Très intéressant, Marie-Josée. J'aime beaucoup le point là, pour l'entrepreneur de mettre l'entreprise en avant plutôt que l'entrepreneur et ses considérations plus personnelles. Donc ça, je pense que c'est souvent un gage de succès. Puis je suis convaincu que Stéphane peut nous amener des exemples là, pour supporter tous ces points-là au niveau de préparation du cédant. Certainement. Le premier au niveau du repreneur, mais Mathieu en a parlé tantôt, puis je pense que tu demandais, là, est-ce que tu le referais, là, puis est-ce un beau modèle? Mathieu, tu as raison, vous êtes un beau modèle transfert d'entreprise parce que vous avez été bien accompagné. Vous avez accepté d'avoir des gens alentour de vous, vous avez écouté les gens alentour de vous, puis ça vous a permis, les gens ont été des facilitateurs dans votre projet, puis c'est vrai que vous êtes un beau modèle en transfert. Donc, dans un premier cas, on ne fait pas ça tout seul. C'est bien important. Deuxième cas, on en parle aux gens autour de nous, la famille. La famille, c'est un élément moteur dans une transaction. Il y a 2 ans, 3 ans, bureau professionnel qui est en réflexion, transaction, 5 employés doivent se préparer à faire une reprise. On est à 2 semaines du closing. Il n'y a pas vraiment eu de discussion entre les conjoints et conjointes de 2 d'entre eux. Et nos 2 employés se retirent 2 semaines avant le closing de transaction. Imaginez, là, ça fait 2 ans que les employés en rêvent. Ça fait 2 ans que les cédants sont prêts et s'imaginent au jour où on va préparer notre retraite. Et malheureusement, il n'y a pas eu de transaction. L'entreprise était vendue à un compétiteur. Donc, on a rapidement travaillé avec les entrepreneurs pour leur trouver quelqu'un potentiellement intéressé à reprendre l'entreprise. Ça laisse, tantôt, on va parler là, des imprévus puis des effets. Hein? Puis un des effets que ça a eu dans ce cas-là, c'est nos 2 employés, malheureusement, ont quitté quelques mois après. Parce que la pression sociale qu'ils ont vécue du fait d'avoir fait échouer la transaction a fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de supporter ça et ils ont quitté l'entreprise quelques mois plus tard. Le troisième élément, Marie-Josée le disait tantôt, hein, l'aversion au risque, c'est extrêmement important de valider ça entre vous rapidement. Êtes-vous un actionnaire investisseur ou un entrepreneur? Il faut rapidement, surtout si vous êtes plusieurs employés à avoir le désir de racheter l'entreprise, il faut rapidement définir ça. Et dans le processus, il faut rapidement en parler parce que votre aversion au risque, elle est différente d'une personne à l'autre. Donc, ça pourrait avoir des effets sur le mode de financement, sur la mise de fonds nécessaire. Est-ce que je comprends dans mon rôle d'entrepreneur que ça se pourrait que j'ai à réinjecter de l'argent un jour dans l'entreprise si ma croissance est trop forte ou si j'ai des difficultés financières? Est-ce que ma famille, est-ce que moi, je comprends que ça se pourrait qu'à un moment donné, j'ai à mettre plus que 35-40 heures dans l'entreprise parce qu'il y a un besoin spécifique, il y a un projet qui se présente. Donc, je pense que c'est 3 éléments clés qu'il faut regarder, qu'il faut travailler pour être capable de faire avancer notre projet comme repreneur. Merci, Stéphane. Tu en as glissé un petit mot tout à l'heure, justement, comme dernier point qu'on veut couvrir aujourd'hui. On veut parler des imprévus qui peuvent arriver dans tout processus de transfert. Et puis, quels sont les types d'imprévus, Marie-Josée, qu'on peut penser qui vont arriver et comment sont associés aussi des risques à tout ça qui peuvent faire échouer la transmission de l'entreprise? Et idéalement aussi, on aimerait voir, y a-t-il des façons de prévenir ces échecs-là? Malgré toute la bonne volonté de tout le monde, des imprévus dans la vie, ça peut survenir n'importe quand. Mais il faut en être conscient. Il faut être conscient que le processus de transmission ou de reprise, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Et parfois, on avance et on recule. Et, des fois, il faut prendre des chemins, d'autres chemins. Il va évoluer au gré des circonstances. Par exemple, il y a des imprévus sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle. Hein? Quelqu'un décède ou tombe gravement malade à travers un décédant, un des reprenants. C'est des choses qui peuvent survenir. Il y a une offre extérieure qui peut arriver aussi au cédant. Il peut y avoir une croissance forte, non planifiée tout d'un coup, qui met des pressions sur les liquidités de l'entreprise.
où on doit ajuster le rythme selon le niveau de préparation, donc de l'un et de l'autre. Peut-être des fois, si les repreneurs ne sont pas prêts, leur financement n'est pas attaché. Donc, il faut avoir cette flexibilité. Il faut en être conscient, en fait, qu'on va devoir probablement être flexible et avoir réajusté finalement en cours de route. Donc, quand on planifie, ce n'est pas une planification qui est coulée dans le béton, mais il faut quand même se garder j'allais dire le loisir, là, mais en fait le droit de modifier en fonction des contraintes qui peuvent survenir en cours de route. Il peut y avoir de la résistance aussi au niveau des employés, des parties prenantes. Des fois, la légitimité des repreneurs est plus difficile dans certains cas à acquérir que d'autres. Donc, et ça, c'est super important. Tu sais, les cédants, si les nouveaux repreneurs ne sont pas légitimes, ils n'ont pas encore cette légitimité-là, ça peut faire très mal à l'entreprise, puis ça peut justement causer un échec ou même éventuellement une faillite au niveau de l'entreprise. On l'a vu dans des cas, que ça soit familial, que ce soit interne, que ce soit externe. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne communication au niveau des différentes parties prenantes. Il faut pouvoir le planifier, mais aussi le communiquer à travers tout ça pour favoriser cette acceptabilité au niveau des repreneurs qui est fondamentale là, dans un processus de relève. C'est sûr qu'il y a une inquiétude légitime à travers tout ça pour le cédant qui peut être très présente au niveau du partage des informations ou de l'utilisation des informations sensibles qui peut se faire si jamais le processus achoppe. Donc, s'il se conclut par des non-succès, comme ça a été le cas dans l'exemple que Stéphane nous a donné tout à l'heure, bien, c'est sûr que dans ce cas-là, on a des employés qui partent avec des infos sensibles au niveau du marché, au niveau de comment l'entreprise fait, et ça peut créer des concurrents qui sont féroces. Ça l'arrive. Donc, comme l'a dit Stéphane aussi, perte d'employés, si notre processus ne fonctionne pas, si on s'en arrive pas à s'entendre bien, avec les employés, puis souvent, c'est des employés clés qui sont dans notre processus de transfert. Donc, on peut risquer de perdre cette expertise-là au niveau de l'entreprise. Donc, il faut rester vigilant, tenter de couvrir les angles morts, mais moi, je dirais surtout aussi d'être capable d'avoir une vision partagée, autant avec le repreneur que dans une équipe, parce que d'être en équipe, ça amène des bénéfices, mais ça amène aussi des désavantages. Si on n'a pas de vision partagée en tant d'équipe de repreneurs, bien, ça peut faire en sorte que l'équipe se scinde puis qu'il y ait de la mouvance au niveau de l'équipe, puis ça peut retarder le processus aussi. Donc, merci, Marie-Josée. Stéphane, quelques exemples qui touchent les imprévus, les risques et comment prévenir tout ça? Certes, bien, le prévenir, je n'aurais peut-être pas toutes les réponses, toutes les solutions, mais je pense que pour les prévenir, le mot le plus important, Marie-Josée l'a dit, hein, c'est la communication. Parlez-en, discutez-en entre vous, puis voyez comment ensemble on peut se prémunir de certaines de ces situations-là. Marie-Josée parlait du décès tantôt ou de la maladie. Je l'ai déjà vécu. 2 frères qui s'apprêtaient à vendre leur entreprise. Malheureusement, un des deux, il vendait aux employés. Un des deux décède d'un accident en cours de route. La conjointe, après avoir passé à travers le processus des funérailles et du deuil, décide qu'elle, mais elle n'a plus le coup de vendre l'entreprise. Puis elle a poursuivi l'entreprise elle seule. Elle a racheté le frère, puis elle a poursuivi son entreprise toute seule. Puis les employés, mais il n'y a pas eu de projet pour eux. Ils sont demeurés au sein de l'entreprise, mais est-ce qu'il aurait pu y avoir des discussions, des préparations avec les 2 frères en disant, mais si tel événement arrive, mais nous, on aimerait quand même poursuivre, puis on veut être là, puis on va s'assurer que la succession va s'engager également à la vente de l'entreprise. Ça fait partie des outils possibles, mais il faut y penser. Autre cas vécu dans le domaine de la distribution, j'ai un de mes clients qui est prêt à vendre à 2 de ses employés. Le prix est intéressant, le prix est correct. On bâtit avec les 2 employés le processus de financement. En cours de route, il reçoit une offre externe très, très, très agressive. Mais quand je dis agressive, c'est presque le double du prix que les employés étaient prêts à payer.
je pense que je vous l'avais dit, hein, je me suis fait engueuler par les 2 employés après la prise de décision de l'entrepreneur, mais les employés ont fait la meilleure offre qu'ils pouvaient faire en fonction des paramètres financiers, en fonction des capacités financières qu'ils avaient. J'ai un gros joueur américain qui arrive de l'externe, qui fait une offre à l'entrepreneur, puis cette offre-là, écoutez, on est passé de 1,5 à 3,3 millions. Là. L'entrepreneur, il ne pouvait pas dire non à 1,8 million additionnel. Il a sauté sur l'occasion, puis il a dit oui. Ça fait partie des imprévus. Ce n'était pas prévu dans le plan de match, mais c'est arrivé. Est-ce qu'on peut avoir des solutions à tous les imprévus? Je ne pense pas, mais il faut garder le dialogue ouvert, il faut garder la communication, comme Marie-Josée le disait. Parlez-en. Parlez-en, puis voyons, essayez d'imaginer des plans B, des scénarios que, mais si telle situation arrive, mais comment on est capable de la résorber? Exactement, des what-if scénarios. Oui. Merci beaucoup, Stéphane. Ça complète notre partie questions plus expertise et ça nous amène maintenant à la période des questions. Donc, je vais inviter Élodie, collègue au CETEC, de nous lire les questions pour nos 4 panélistes. Oui. Donc, j'ai une première question pour Mathieu. C'est comment vos 3 associés et vous avez fait pour bien délimiter la liberté d'action de chacun? C'est sûr que c'est la communication, hein? Stéphane en a parlé, Mère-Josée en a parlé. La communication entre les différents actionnaires est vraiment, vraiment importante. Le fait qu'on avait aussi chacun des champs d'expertise assez différents, ça nous a amené à se positionner à 4 endroits un peu différents dans l'entreprise. Allouer des budgets, parce que c'est sûr qu'il faut laisser une certaine latitude à tous, parce qu'on ne peut pas se rencontrer à tous les jours, à toutes les semaines pour prendre la moindre décision. Lorsqu'il y a des décisions qui impliquent un budget X qui est déjà prédéterminé, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se parler, puis on fait nos trucs. Mais les rencontres, les communications, les comptes rendus de qu'est-ce que chacun fait, puis si c'est plus gros, un vote, un consensus, c'est comme ça que ça se passe ou que ça s'est passé aussi. Là. Merci. Ensuite, une question pour nos experts. Y a-t-il une possibilité de reprenariat avec un entrepreneur à l'étranger, par exemple en dehors du Canada? Tout est possible. Hein? Il n'y a rien d'imaginable dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit de voir, on est dans un monde de souplesse. On a de nos entreprises aujourd'hui qui rouvrent des bureaux à l'étranger rapidement. Prenez le monde des TI où ça bouge vite. On est dans un monde où il y a des acquisitions au niveau de l'international régulièrement. Tout est réalisable. C'est sûr que c'est plus complexe. Je ne vous le cacherai pas. Là, faire une acquisition aujourd'hui d'une entreprise qui est à l'extérieur, c'est plus complexe. Ça demande réflexion. Mais je pense que tout est réalisable en matière de transfert aujourd'hui. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Nous, au CETEC, naturellement, notre mandat, c'est de pérenniser les entreprises québécoises, mais c'est aussi d'aider les repreneurs dans tout projet de reprise. Et si, par exemple, on pense à une entreprise qui est à l'extérieur du Québec, c'est sûr qu'on va contribuer pour guider, accompagner tout le long du processus les repreneurs et puis les amener vers des ressources, justement, comme on parlait tout à l'heure, d'accompagnement en termes d'experts, tout ça. Et on ira chercher les experts qui ont l'expertise naturellement dans le domaine international. Ça me fait penser, j'ai 2 cas présentement qui touchent un peu cet aspect-là, Québec versus l'international ou une autre province canadienne. Donc, on a énormément de ressources là-dessus. Donc, on est en mesure de vous aider à titre de repreneur au CETEC. Juste un petit ajout rapide. Là. Je pense que la difficulté quand on est à l'externe, c'est de faire, quand on est à l'extérieur du Québec ou du Canada même, là, c'est de réaliser le due diligence. C'est comment je peux m'assurer que l'information que j'ai de cette entreprise-là aujourd'hui, elle est juste et valable dans un contexte souvent où la qualité de l'information financière, mais les paramètres ne sont pas les mêmes ici versus ce pays-là. Le contexte légal n'est pas le même. Pour l'avoir vécu, le contexte bancaire peut faire en sorte de faire échouer une transaction.
pour l'avoir vécu. Il y a des pays où c'est très, très, très restrictif. Là, en Suisse, par exemple, si d'un matin, vous désirez être propriétaire d'une entreprise, mais ça vous prend quelqu'un qui vit en Suisse pour ouvrir le compte de banque, puis ça prend quelqu'un qui vit en Suisse sur votre conseil d'administration. Donc, il y a des paramètres réglementaires qui viennent des fois complexifier les transactions. On ne dit pas que ce n'est pas possible, mais ça rend plus difficile les transactions. Puis même, je pourrais ajouter sûrement qu'au niveau humain, au niveau de l'acquisition de la légitimité, quand en tout cas, ça ne doit pas pouvoir se faire d'un claquement de doigts, mais il faut probablement aller sur place, faire rencontrer les gens, les prendre le pouls de l'entreprise pour au moins voir est-ce qu'il y a un fit, est-ce que les parties prenantes vont être capables de m'accueillir puis de me rendre légitime en tant que futur dirigeant. Là. Donc, faire attention à tout ce côté humain-là, au niveau de l'acceptabilité. Bien prendre conscience aussi des différences culturelles, puis il faut savoir s'adapter. Lorsqu'on parle vraiment à l'international, il y a des grandes différences culturelles qui existent entre plusieurs pays, puis il faut en prendre conscience et les considérer dans justement la reprise et toute la transition par la suite. Élodie, une prochaine question? Oui, c'est pour Mathieu. Avez-vous nommé un directeur général et comment avez-vous pris cette décision? Bonne question, ça. Très bonne question. Très bonne question. Pour nous, dès le début qu'on a embarqué dans le process, pour nous, il n'y avait pas vraiment de personne de nous quatre qui disait hey, « moi, je veux absolument être DG de l'entreprise, je veux avoir plus de pouvoir qu'un autre ». Chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. On a été avec 4 directeurs à tâches et responsabilités égales, chacun de notre côté. Donc, on s'est compartimenté ça. Pour nous, c'est important que tous et chacun, on communique ensemble, qu'on se dise les choses, qu'on prenne les décisions ensemble. On n'a pas... c'est sûr que c'est un certain risque qu'on prend parce qu'à 4, il peut y avoir des conflits. On peut arriver avec une médiation qu'on est 2 contre 2, on n'a pas les mêmes idées. Mais à la base, on est 4 qui ont la même vision de l'entreprise, qui ont la même vision du développement de l'entreprise aussi. Et puis, non, chez nous, c'était pas nécessaire ou on n'a pas jugé bon pour nous de nommer un directeur général. C'est sûr qu'au niveau administratif, on n'a pas le choix d'avoir un CA composé de personnes qui mènent plus que d'autres, mais au niveau exécutif en tant que tel, on est 4 directeurs à part égale. Là. Super. Donc, la prochaine question. Lorsqu'on a manifesté le désir de reprendre à ses patrons, mais que l'on trouve le délai trop long, en parenthèse 8 à 10 ans, et aucune démarche qui démontre leurs intérêts, est-ce mieux d'aller voir d'autres entreprises? Ou quoi faire dans ce cas-ci? Très bonne question. Hein? Très, très bonne question. Denis, t'apprends-tu pour commencer? Puis après ça, on va t'accompagner? Oui, c'est parfait, je suis d'accord. On voit typiquement que les repreneurs sont impatients souvent, ils veulent que ça aille vite. Et puis nous, au CETEC, quand on a travaillé avec un cédant et un repreneur, on a beaucoup à faire en sorte d'installer un timing puis un échéancier qui rentre en ligne de compte. Il faut prendre en considération aussi que souvent un transfert, ça peut prendre là, à partir du moment où le cédant veut prendre la décision de transférer son entreprise, ça peut prendre entre 2 à 7 ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours le cas, mais on peut voir des processus qui sont très, très longs comme ça, surtout dans le domaine des transferts en familial. OK? Par contre, ce que j'aimerais ajouter là-dedans, c'est que puis on l'a dit encore ce matin, là, la communication est extrêmement importante. Puis moi, j'ajouterais que la planification est extrêmement importante. Et c'est là où l'accompagnement qui peut être donné par des experts aide chacune des parties vraiment à déterminer ce timing-là et puis aussi à mettre les éléments de planification. Je suis présentement dans un dossier comme ça. Cette semaine, j'ai eu une rencontre avec les 2 cédantes qui veulent intégrer leur directeur des ventes dans l'entreprise. Et puis, bon, c'est une partie des actions.
Et puis, la volonté est là, mais on n'a pas de plan d'action encore de déterminer. Fait qu'on a travaillé vraiment là, à mettre les bases là, du tout début. Alors, lorsque je leur pose la question, combien vaut votre entreprise? Ben oui, on a une évaluation à date de 2018. Ben, je dis, il faudrait peut-être qu'on la mette à jour aujourd'hui, parce que 2018 et 2023, c'est plus la même chose. Donc, on commence à installer un plan d'action pour la préparation des cédants. Et puis, par la suite, bon, on va être en mesure de communiquer aux repreneurs des choses qui sont concrètes et non pas simplement pas du oui-dire, je ne veux pas dire ça, mais des choses qui sont floues. Fait que quand on arrive à élaborer arriver avec des chiffres qui sont précis, un plan d'action qui est précis, un échéancier qui sont précis, ben, je pense que ça fait en sorte que le repreneur oublie son empressement et embarque vraiment dans tout le processus et catalyse tout ça. Donc, c'est une longue réponse pour dire qu'effectivement, la communication, la planification, l'accompagnement sont des clés là, du succès pour faire que ça se fasse bien et rapidement. Stéphane, tu veux rajouter? Ou Mathieu? Si je peux me permettre, Denis, Mathieu. dans notre cas, tant qu'il n'y a pas eu de chiffres annoncés, tu parles de chiffres, Denis, là, tant qu'il n'y a pas eu de chiffres annoncés, on dirait que ce n'était pas tangible, c'était toujours dans l'air, c'était dans le nuage. Mais le jour où il y a eu l'évaluation d'entreprise et que les chiffres ont été annoncés, à ce moment-là, on a vraiment pu commencer à travailler parce que sans chiffres, sans rien, tu vas au financement, ils disent comment vaut la business? Bien, à peu près tant. Non, ils ne vont pas travailler avec toi, ils ne vont pas t'accompagner. Fait que dans les débuts, je pense que c'est important d'avoir une valeur d'entreprise puis de commencer à évaluer autant du côté cédant que reprenant la réelle valeur de l'entreprise pour avoir une négociation, pour pouvoir embarquer dans vraiment à pieds joints puis mettre un commitment sur le transfert. Moi, je n'ai pas d'ajout. Je m'étais donné les trois mêmes mots que toi, Denis. Échéancier, communication, accompagnement. Ça fait que tu as tout dit. Je pense que la question, la personne semblait dire qu'elle avait manifesté son désir de reprendre, mais qu'elle n'avait comme pas une nouvelle depuis. Donc, ça faisait 8-10 ans. Fait que moi, ce que je répondrais à ça, si je l'ai compris dans ce sens-là, là, je dirais juste, ben, peut-être qu'il y aurait intérêt à mettre au point cette manifestation. C'est ça. Pour voir les intérêts du cédant, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas prêt à céder ou c'est parce que lui, c'est encore super loin? Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une conversation à avoir là, sur les objectifs de ce cédant, de ce ou ces cédants, là, de voir est-ce qu'il y a un horizon de retraite possible ou de retrait de l'entreprise. Parce que si eux, ils se voient encore là pendant 10 ans, ben peut-être qu'ils ont juste aujourd'hui. Il n'est pas prêt, c'est ça. On a un cédant qui n'est pas prêt à quitter son entreprise. Voilà, ben, ça, une belle réponse à cette question très intéressante. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question, Élodie, ou on va au résumé? Oui, OK. Une dernière. Ah non, excusez-moi, le résumé. Okay. Bien vu, Denis. On va aller en résumé, en fait, là, ce qui est important de mentionner, puis peut-être qu'on peut mettre à l'écran là, pour les gens, au bénéfice de nos gens. On a touché 3 thèmes aujourd'hui. La préparation du cédant. Donc, vous voyez ici des éléments, on a voulu rapporter ces éléments-là et vous êtes autant capable que moi de les lire, mais vraiment, je pense qu'il est important de définir ses objectifs comme cédant, identifier un repreneur, s'engager avec le repreneur, communiquer, discuter, ça revient à la question de tout à l'heure. Calendrier réaliste, naturellement, et se souvenir du but commun, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Ce but commun-là, qui est aussi dans la préparation du repreneur, on le voit aussi, qui est très intéressant, très important, je devrais dire. Mais pour le repreneur, se questionner sur ses motivations à reprendre, ses objectifs professionnels et personnels, comme pour le cédant d'ailleurs, et les partager aussi avec le cédant. On touche toujours des éléments humains de communication dans tout ça. Prendre conscience du changement de rôle, le changement de statut qu'on disait tout à l'heure, de devenir salarié à patron et de salarié à entrepreneur aussi. C'est une posture aussi différente. D'aller chercher les compétences manquantes qui nous manquent à l'intérieur de l'organisation ou pour soi-même. S'investir dans le projet de reprenariat avec respect. Naturellement, c'est très important que ça soit toujours ça se fasse toujours dans le respect et puis dans une saine communication, qui est le but commun aussi de pérenniser l'entreprise. Et comme dernier point qu'on a touché aujourd'hui, ben, c'est prendre conscience qu'il peut avoir des imprévus,
qui vont générer des risques aussi, et puis de faire en sorte d'essayer de les prévoir, de les planifier, même si ce n'est pas toujours possible. Gardez en tête que c'est un processus itératif qui évolue au gré des circonstances, au gré des événements, au gré de nos vies aussi. L'acceptation du repreneur, l'acquisition de la légitimité auprès des parties, aux parties prenantes et peut représenter un risque aussi. La perte d'employés clés, un autre risque qui peut être extrêmement dommageable pour la pérennité de l'entreprise si le processus avorte. Garder une communication ouverte, je me répète, transparente et se dire les vraies choses, rester vigilant. C'est les éléments dans lesquels nous voulons vous sensibiliser aujourd'hui. Et puis, j'espère qu'on a atteint ce but-là. J'en profite donc à remercier nos 4 panélistes de cette belle générosité d'informations et de partage là, de théories aussi. Et puis, j'aimerais aussi vous remercier tous de votre présence. Notre partenaire présentateur, commanditaire, la Banque nationale, et puis aussi Mathieu pour son témoignage là, qui a été très inspirant je pense, pour tout le monde. Stéphane Marie-Josée pour votre participation très interactive qui font en sorte que je pense qu'on a atteint notre but d'avoir un webinaire très enrichissant pour nos gens. J'aimerais vous inviter aussi à remplir le petit sondage de participation qui va vous être envoyé sur Zoom, qui apparaît dans votre écran. Vous vous rappelez aussi qu'il y aura un article sur le blog du CETEC avec l'enregistrement du webinaire de cet après-midi, ainsi que les réponses aux questions qui peut-être sont restées en suspens. On pourra vraiment les documenter pour répondre à toutes les questions par manque de temps. Et puis aussi, j'aimerais aussi vous inviter à aussi un prochain événement du CETEC qui va être le sommet du reprenariat qui aura lieu le 29 mars à la place Bonaventure. Donc, c'est un sommet qui va être intéressant autant pour les repreneurs, les cédants que les experts. On a des animations, des panels, des conférences qui seront là, en plus des périodes de réseautage. Donc, je pense que ça va être une belle opportunité là, pour tout le monde de pouvoir aller chercher plus sur le reprenariat et de réseauter puis d'établir des contacts. Donc voilà, juste un petit mot de la main pour dire merci à tout le monde de votre présence et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.